attaques complexes, coordonnées, ont visé des localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal, Sévaré. Et selon donc le président malien, grâce à la promptitude et au professionnalisme des FAMA, le violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants qui voulaient donc installer un climat de violence généralisée dans les contrées concernées. Quelques verbatims. Alors il disait, et je le cite, à l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé. Il a fait donc une adresse à la nation hier à 20h et il disait, je répète, à l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Il n'a pas manqué également de s'incliner sur la mémoire des compatriotes civils et militaires tombés sous les coups. Et évidemment, il a renchéri en disant que la nation présentait toutes ses condoléances avant de rendre un vibrant hommage au ministre Sadio Camara tombé sous les balles assassines des assaillants. Messieurs, regardons donc avec acuité le discours du président malien, discours qui intervient donc, c'était hier à 20h, pour rassurer la nation malienne et aussi donner les perspectives de sécurité donc au pays. Docteur Barry, est-ce que ce discours vous a rassuré en tant que Ouest-Africain, bien sûr, et est-ce que vous pensez que dans ce discours-là, nous avons les jalons de ce qui peut être des points sécuritaires pour le Mali et évidemment pour la sous-région? Mais peut-être qu'avant de vous écouter, j'aimerais qu'on puisse partir en régie et suivre un extrait donc, du discours du président Assimi Goïta. On regarde. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ces moments d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Merci infiniment. Alors, docteur Barry, je rappelle que dans son discours, il a aussi dit le Mali a besoin de lucidité et non de panique. Et il saluait en cette circonstance, la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, l'AES, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de l'espace. Il a tenu également à reconnaître la qualité de la coopération avec les partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. Les jalons sont mis pour sécuriser donc le Mali, docteur Barry. Oui, Christelle, déjà au niveau du timing du discours, je m'interroge. 4 jours après les événements. 4 jours après, pour un événement aussi douloureux avec toutes ces victimes dont vous l'avez rappelé, le général de corps d'armée Sadio Camara, qui était son frère d'armes, son ami et en même temps son numéro 2 du régime. Voilà, attendre 4 jours avant de prendre langue avec les populations de Bamako, ça interroge. Mais en même temps, docteur Barry, permettez-moi de vous interrompre, mais en même temps, en tant que chef d'État militaire, ne devrait-il pas prendre le pouls de la situation, des différentes têtes des opérations avant d'intervenir? Christelle, en 24 heures, il a des services de renseignement. Oui, bien sûr. L'armée est là. On sait déjà ce qui s'est passé. Il a les indices. Déjà, on fait une déclaration à la nation pour rassurer les gens. Mais attendre 4 jours, c'est déjà beaucoup, à mon avis. Et autre point que j'ai trouvé un peu interrogatif, qu'ils reçoivent l'ambassadeur de Russie avant de s'adresser aux Maliens. Personnellement, je m'interroge. Si c'était l'ambassadeur de France que le général Assimi Goïta avait reçu, ou l'ambassadeur des États-Unis, qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre? Imaginez-vous un peu, Christelle, lors des attentats de Grand Bassam, si le président Alassane Ouattara, avant de s'adresser aux Ivoiriens, avait rencontré l'ambassadeur de France, la rhétorique qui allait suivre. Je pense qu'à mon avis, on s'adresse d'abord à ses citoyens et après on rencontre les partenaires. Alors donc on a 4 jours au milieu. Pendant les 4 jours, on a 2 communiqués quand même qui arrivent de l'état-major, qui font les points de situation. Ensuite, on a, à la télévision nationale, on a l'ambassadeur de Russie qui est reçu. Et après, le président intervient. Vous vous dites non, l'agenda... Le président devait intervenir d'abord. Ensuite, il déroule son agenda. Okay. J'ai pas de problème avec son agenda, mais le timing... À mon avis, il aurait fallu s'adresser aux populations d'abord. Très bien, ensuite, docteur. Recevoir l'ambassadeur de Russie. Ensuite, quand j'écoute le général Assimi Goïta, j'ai envie de dire que c'est du Assimi Goïta himself. Comment cela, docteur? Depuis 2021, c'est la même chose. C'est toujours, on continue de se battre, on va vaincre. C'est bien. C'est un discours guerrier, c'est bien. Il veut rassurer ses populations. Mais 6 ans après, il faut se poser d'autres questions. Je l'ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, l'erreur que nos chefs d'État du Sahel font, à mon avis,
ils mettent dans la même cuisine des acteurs politiques qui ne sont pas d'accord avec eux et les groupes djihadistes. Ce qui n'est pas normal. Personnellement, j'aurais attendu une ouverture. Parce que le Mali traverse quand même une crise grave. Et là, on a touché aux institutions. Parce que quand on tue le ministre de la Défense, c'est une partie des institutions qu'on vise. Donc c'était le moment pour moi, pour lui, de tendre la main aux partis politiques. C'est vrai qu'ils ont dissous les partis politiques, mais les acteurs sont là. Quel sera leur impact justement dans la régularisation de la vie? Avant d'être des politiques, ce sont des citoyens du pays. Ce sont des agents d'influence communautaire. C'est-à-dire que chaque parti politique historique au Mali a une base militante. Et ça vous, en Europe, dans les grands pays, quand il y a ce genre d'attentat, on reçoit même le chef de file de l'opposition politique parlementaire. On reçoit tous les partis politiques, on prend le pouls de la situation ensemble et on décide de mettre nos différents politiques de côté pour fédérer toutes les énergies pour lutter contre le phénomène. Ça fait 6 ans qu'il est président. Il n'est pas président depuis 1 an. L'imam Diko, quand vous le mettez dans le même panier que les terroristes, sachant qu'il a été président de la haute autorité islamique du Mali, c'est pas sérieux. Et ça ne vous arrange pas, parce que ça ne va faire que fabriquer d'autres profils qui seront vraiment intransigeants vis-à-vis de la gouvernance du général Assimi Goïta. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On a utilisé le tout militaire pendant 6 ans. À vrai dire, on ne peut pas tout jeter dans la poubelle, je suis d'accord. Il y a eu des efforts qui ont été faits en termes d'équipement, en termes de formation, tout. Mais on est encore à 6 ans après où on tue des ministres de la Défense, où on attaque les plus grandes casernes militaires du pays. À un moment donné, il faut questionner le processus et puis essayer de trouver les voies et moyens pour que le Mali retrouve sa stabilité. Herman, alors vous avez donc suivi le discours du président Assimi Goïta, sa position sur la situation, l'hommage rendu donc à son ami et frère tombé, Sadio Camara, ensuite les perspectives de sécurisation, la coopération avec la Russie, l'AES. Votre commentaire? Christelle, cette intervention du chef d'État malien, le général Assimi Goïta, moi, je pense que ça vient apporter quand même des réponses à un certain nombre de questions suite à cette attaque-là, à ces attaques coordonnées sur plusieurs villes du Mali. La première chose pour moi, ça vient tuer d'abord la rumeur qui se répandait selon laquelle le chef de l'État malien aurait été touché dans toutes ces agressions. C'est vrai, on a des fortes figures de l'exécutif malien qui ont été touchés, notamment le ministre de la Défense, qui est le numéro 2, mais le président, on voit bien qu'il est sain et sauf. La deuxième chose, c'est les gens spéculaient surtout sur pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas les amis de l'AES. C'est-à-dire la Russie? Non, je parle de l'AES, je parle du Burkina Faso, du Niger. Dans son intervention, il est venu dire qu'il salue en cette circonstance la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel et dont la force, pour lui unifier, œuvre en ce moment sans relâche à la pacification de leur espace. Donc, on ne peut pas, il admet lui-même que les 2 autres partenaires dans la Confédération des États du Sahel sont bien présents à ses côtés en ces moments. La troisième chose, on a beaucoup spéculé sur certains replis de la Russie, de la Fédération de la Russie, qui est leur partenaire stratégique qui dit. Et il a fait mieux, et c'est là que je ne suis pas forcément d'accord avec Barry, de voir la présence des partenaires russes à ses côtés lors de cette intervention. Mais non, les gens disent que votre partenaire qui vous soutient, on met cette sorte de message-là dans la population. Les populations peuvent se poser la question. Barry parlait du timing et de l'agenda. Il estime qu'à l'agenda, il estime que l'agenda, ils auraient dû... communication de crise. Oui, il estime que l'agenda... C'est eux qui apprécient. Très bien, je rappelle l'idée pour qu'on soit en accord. Il estime que... J'ai bien compris. Très bien, pour les téléspectateurs, il estime que le président aurait dû s'exprimer à la nation avant de recevoir les partenaires russes. Christelle, ils sont dans une communication de crise. Ils viennent d'avoir cette férocité en termes d'agression. On leur dit que le partenaire stratégique, dont ils savent qui est présent, qui leur apporte de la logistique et autres, on répand cette rumeur au sein de la population pour dire que les Russes nous ont lâchés. Donc il vient vous dire que je suis avec les Russes. C'est le message qui veut passer. Je pense que les populations maliennes l'ont perçu. La quatrième chose, c'est rassurer le peuple malien. Il a dit, je prends à l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche et autres se poursuivent. En ce moment, à un moment donné, les Maliens peuvent se poser des questions. Est-ce que notre exécutif est vraiment sûr, peut nous garantir une certaine stabilité, une certaine sécurité? Donc il a fait. Donc, pour moi, son message, le message du chef d'État malien, c'est à point nommé. Les différentes questions
que se posent les populations et certains acteurs, il vient répondre à ces questions. Donc, voilà. Très bien. Daouda, alors Dr Barry a parlé de timing. Herman estime que, quel que soit le timing, il fallait au total, in fine, c'est l'objectif, rassurer les populations maliennes et les partenaires, l'AES, que le Mali est en train de travailler à sécuriser son territoire. J'aimerais avoir votre analyse justement de cette situation, in fine, avec en toile de fond le discours du président malien. Merci beaucoup Christelle, merci. Avant de commencer mon analyse, j'aimerais saluer ici présent l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Parce que le 19 septembre 2002, lorsque les rebelles de Guillaume Soro ont porté le glaive dans le cœur de la nation ivoirienne, en visite en Italie, le lendemain 20, il a pris le premier avion pour revenir dans son pays. Pourquoi c'est pas oui. Et il a fait quoi? En tant que commandant en chef, il a fait quoi? Pour mener ses troupes à la bataille, pour faire le discours. Dont je parlais tout à l'heure. Daouda, pourquoi vous rappelez du narratif? C'est important parce que Barry a dit quelque chose. 4 jours, terré quelque part, on ne sait pas où tu étais, les populations sont dans le désarroi. 4 jours après, tu sors de nulle part. C'est bien, il est sorti, on a écouté son discours. Là, je finis de saluer le président. C'est pas trop trivial, ça? Bon, peut-être pour vous, mais bon. En fait, je dis... Quand je finis de saluer Laurent Gbagbo, je reviens maintenant au discours, dans le fond. Parce que moi, je ne vais pas rester dans la forme du discours. Ce n'est pas ça qui est le plus important pour moi. Déjà, le discours d'Assimi Goïta, pour moi, s'inscrit en fait dans une logique politique qui est assez classique. Et c'est connu de tout le monde. Et le mot a été sorti avant moi. Une communication de crise. De crise, bien sûr. Première des choses, il faut rassurer. Deuxième des choses, il faut maintenir l'autorité de l'État. Et la troisième des choses, il faut éviter toute perception de perte de contrôle de la situation. Quand on a fini de dire ça, donc quand Assimi Goïta affirme sans sourciller qu'il maîtrise la situation alors que des attaques coordonnées, simultanées, ont frappé pratiquement 7 villes stratégiques du Mali, pour moi, disons les choses clairement, il ne faut pas avoir peur des mots. Assimi Goïta a lancé un discours peut-être politiquement très fort, mais dans le fond, le message, il est fragile. Comment cela? C'est fragile parce que, première des choses, quand tu as une attaque qui est coordonnée dans ton pays, ça montre déjà une capacité de planification des groupes armés dans ton pays. Depuis 6 ans que tu es aux affaires. Première des choses. La deuxième des choses, il y a une faiblesse dans le renseignement. Généralement, pour vous qui êtes dans le leadership, vous nous dites ici, diriger, c'est prévoir. Et tu sais que tu es dans une situation où tu diriges, tu as en face de toi des gens qui font des choses, donc tu dois être dans l'anticipation. Ça veut dire que le service de renseignement malien n'a pas anticipé. Donc aujourd'hui, Christelle, parler de maîtrise de la situation révèle plus pour moi de la communication, un peu comme le président lui-même le disait à ses populations. Donc le message s'adresse à ceux qui acceptent les drones brébréba. Pour ceux qui ne comprennent pas. Le gros drone, voilà, bien le sûr. gros drone qui peut faire 5 minutes en 2 temps, 3 mouvements, se retrouve aux États-Unis et autres. Voilà. Donc, j'ai fini de cette première partie. La deuxième partie, Christelle, oui, comme il fallait s'y attendre, aujourd'hui, il refuse en fait de se remettre en question et de remettre en question la stratégie en interne de cette situation qui prévaut aujourd'hui au Mali. Première des choses, comme toujours, on désigne un ennemi qui est invisible. L'ennemi vient de l'extérieur. L'ennemi, ce sont les terreaux et l'expression exacte. Non, pas soutien. Les sponsors de l'extérieur. Pourtant, hier, sur tous les réseaux sociaux, on a tous vu le terroriste Bina Diarra revendiquer à visage découvert ces attaques coordonnées. Donc aujourd'hui, je me dis que cette posture d'Assimi Goïta pose un problème. Ça pose véritablement un problème, c'est qu'il détourne l'attention sur les failles internes, leur incapacité en interne à pouvoir gérer la problématique, c'est-à-dire le renseignement, qui est la première des choses. Et deuxième des choses, c'est que je pense que Ted est là, qui lui fait un peu de la diplomatie, il complique les relations diplomatiques du Mali, qui est déjà isolé. La dernière des choses sur laquelle je vais finir, je pense, Christelle, parce que vous avez demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je pense que humblement, après 6 ans de gestion, Assimi Goïta doit demander de l'aide. Il faut mettre les égos de côté. Parce que pour cette attaque simultanée, coordonnée, qui a été perpétrée au Mali, on n'a pas vu la force en attente de l'AES.
Pourtant, dans son discours, il a bien salué, en telles circonstances, justement, la collaboration avec la synergie d'action au sein de la Confédération. Si il a salué, et si je m'en tiens à ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a eu cette coordination, il y a eu ça, mais ils ont échoué. C'est dans aussi. le discours. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que je pense que malgré le discours souverainiste, la réalité du terrain nous impose une autre lecture de la situation. Très bien. Cette guerre que Assimi Goïta veut mener, il veut la mener contre qui? C'est de ça qu'il s'agit, c'est très important. Il la mène contre qui? Déjà que lui-même, il a désigné un ennemi invisible. J'ai déjà fini, ne vous inquiétez pas. Un ennemi invisible. Je pense que, Christelle, nous sommes face à une guerre asymétrique qui dépasse les capacités nationales. Donc, en restant isolé, le Mali réduit les options de coopération du Mali, s'expose à des pressions accrues des groupes armés et fragilise, pour finir, la stabilité sous-régionale. Au Mali, la situation sécuritaire reste sous haute tension après les attaques coordonnées du 25 avril 2026. Plusieurs localités stratégiques ont été visées.